Bonjour à tous. Vous êtes sur un des derniers temps de cette semaine du logement accompagné. Je vous en remercie. J'espère que vous avez participé à d'autres réunions. Celle-ci, effectivement, comme je vous dis, est une de celles qui clôt cette semaine assez complète. Euh, sur ce temps, notre sujet va porter sur la prestation socio-éducative des FJT. Cette prestation, vous le savez sans doute, effectivement, a fait l'objet d'une nouvelle circulaire qui est parue le 10 octobre dernier, donc relativement récemment. Nous avons convié pour la présenter Ségolène Dary, qui est conseillère politique sociale et familiale à la CNAF. Qui va vous représenter les points saillants, le contexte de cette circulaire et puis effectivement un certain nombre de ces nouveautés. Voilà, Ségolène, je vous passe la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais revenir sur à la fois le contexte d'élaboration de cette nouvelle circulaire qui encadre la prestation de services FJT et qui remplace la circulaire que vous connaissez, donc la circulaire de 2006. Et peut-être avant ça, revenir... Ah, je suis désolée, j'ai un petit peu d'écho. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est d'un micro ouvert. Alors, donc ça a l'air d'aller mieux. Donc effectivement, avant de rentrer dans le détail des travaux autour de la circulaire, je souhaitais rappeler le contexte, enfin en tout cas le cadre dans lequel s'inscrit le soutien des caisses d'allocation familiale de la branche famille en direction donc des foyers de jeunes travailleurs, puisqu'effectivement, donc notre politique du logement des jeunes, elle s'appuie sur effectivement deux piliers que sont les aides au logement, voilà, qui sont versées également par les caisses d'allocation familiale, et sur ce deuxième pilier que constitue donc le soutien aux foyers de jeunes travailleurs. Donc on a vraiment, voilà, pour cette politique de soutien au logement des jeunes, ces deux ambitions, une ambition vraiment d'accès aux droits en matière de logement et d'accès à l'autonomie. Et puis, puisque nous sommes aussi avant tout la branche famille, l'objectif, c'est aussi l'allègement des charges qui pèsent sur les parents lorsque leur enfant décohabite. Voilà, vraiment dans une logique de suppléance familiale, on va dire. Donc, dans le cadre donc, de la convention d'objectifs et de gestion qui nous lie avec l'État, l'engagement de la branche famille à accompagner les jeunes dans leur parcours d'autonomie résidentielle et leur accès au logement avait été réaffirmé, notamment à travers deux objectifs assez forts. Le premier, c'était le soutien à la création de lits supplémentaires en FJT, hein, en accord avec les objectifs du gouvernement, ce plan de création de 80 000 logements en direction des jeunes. Et donc, nous avions prévu une augmentation de la prestation de service FJT correspondant à ces ambitions, de manière à pouvoir voilà, soutenir 3 000 lits supplémentaires en FJT sur la période de la COG. Et puis, le deuxième objectif, c'était effectivement de pouvoir retravailler sur les critères de délivrance de la prestation de service FJT pour, avant toute chose, répondre à l'évolution des situations de jeunesse, d'une part, qui, on le sait, voilà, se sont précarisées avec une entrée plus tardive des jeunes sur le marché de l'emploi et donc des difficultés croissantes dans l'accès à des logements et donc une nécessité vraiment de soutenir ces ambitions et donc d'adapter la prestation de service en conséquence. Et puis, il fallait aussi répondre à l'évolution des besoins des gestionnaires sur un certain nombre de points que l'on a, du coup, de ce fait, pris en compte dans la circulaire. Et donc, vous avez pu voir que notre ambition, c'était avant tout de travailler sur les critères de délivrance de la prestation de service, sans revenir sur le mode de calcul de cette prestation de service qui voilà, semblait bien adapté à vos besoins, aux besoins des gestionnaires. Donc, les évolutions que je vais présenter portent essentiellement sur ces critères d'attribution, en particulier les publics, mais aussi
les modalités d'intervention et puis également les qualifications attendues pour ces équipes socio-éducatives qui sont en charge de la mise en œuvre des projets. Un point rapide sur la méthode de travail qui a été la nôtre, parce qu'on a vraiment travaillé en coopération, en collaboration avec un certain nombre de nos partenaires pour l'élaboration de cette circulaire qui a démarré en mars 2019 avec un séminaire de créativité qui a réuni des CAF, des administrations centrales en charge du logement des jeunes, les unions nationales de FJT, notamment l'UNAFO, mais aussi l'UNAGE, et puis des gestionnaires et directeurs de FJT. Et donc, à l'occasion de ce séminaire, on a pu se re-questionner collectivement sur le projet FJT et sur les attendus finalement du soutien de la branche famille. Et l'on a par ailleurs confronté un petit peu nos conclusions auprès de jeunes résidents et non résidents de FJT dans 3 sessions de créativité qui se sont tenues donc dans des FJT en région, et voilà, et qui nous ont permis finalement d'appréhender les différents objectifs que nous souhaitions apporter dans le cadre de ces travaux de refonte. Et donc, nous avons, à partir de ce point de démarrage avec ces séminaires de créativité, conduit un certain nombre de groupes de travail qui nous ont permis, tout au long de l'année 2019 et 2020, d'affiner le travail de rédaction de la circulaire que vous avez eu l'occasion de parcourir. Donc, pour rentrer plus précisément dans les points un peu saillants de cette nouvelle circulaire, les points d'évolution un peu majeurs. Le premier, c'est celui qui concerne les publics accueillis, puisque l'objectif qui a été le nôtre dans ces travaux, ça a été finalement de revenir un petit peu sur la logique de la circulaire de 2006, qui était une logique qui se fondait sur un certain nombre de seuils d'alerte, qui finalement étaient assez contraignants pour un certain nombre de gestionnaires. Et donc, nous avons souhaité faire évoluer cette logique pour aller vers une notion de public cible, de public socle de FJT, de manière à ramener un petit peu de souplesse aux gestionnaires et aux territoires, tout en essayant de garantir, en garantissant, en conservant un certain nombre de garde-fous qui permettent de veiller à l'équilibre des publics accueillis dans les structures. Donc, effectivement, vous avez pu voir que la circulaire actuelle, elle caractérise les publics qui rentrent dans le champ d'action des CAF. Donc, selon la terminologie suivante, le public cible, qui doit constituer la majeure partie, on va dire, des publics accueillis en FJT, 65% pour être très précise, et qui constitue vraiment le cœur de cible, en référence aussi au décret de 2015. Et qui cible en particulier les jeunes actifs de 16 à 25 ans qui soit exercent une activité salariée, sont en apprentissage ou en alternance, sont en formation professionnelle ou en stage, ou bien à la recherche d'un emploi. Donc, nous avons aussi essayé d'insister vraiment sur ces publics, notamment les publics en apprentissage et en alternance, qui, nous semble-t-il, sont extrêmement concernés évidemment par ces problématiques de mobilité liées à l'activité professionnelle, mais méconnaissent souvent les structures FJT et le projet FJT. Et donc, il nous semblait important de cibler un certain nombre d'actions qui permettent de renforcer l'accueil de ces publics dans les structures. D'où le focus un petit peu particulier dans la circulaire sur ce point. Et puis, deuxième focus qui concerne les publics vulnérables qui font partie intégrante du tout venant des jeunes qui sont en situation d'insertion, mais dont il nous semblait important de rappeler la situation particulière et la nécessité d'avoir une attention spécifique portée en direction de ces publics pour faciliter leur accès à un logement FJT, donc en particulier les familles monoparentales, les jeunes sortants d'ASE, qui sont un public qui a fait l'objet d'un focus assez important, notamment dans le cadre de la stratégie pauvreté, et qui, dans le cadre des actions de partenariat avec les SIAO et avec les conseils départementaux,
voilà, nécessite qu'on se concentre vraiment sur leurs conditions d'accès aux structures et leurs modalités d'accueil. Les jeunes en situation de handicap aussi, public qu'il est important de cibler, et puis également les jeunes réfugiés. Alors, étant entendu qu'effectivement, pour ces publics spécifiques, il y a un enjeu très fort autour de leur solvabilisation et sur la nécessité d'activer des dispositifs qui permettent de les solvabiliser et de les intégrer sans déstabiliser le modèle économique des structures. Donc, pour avancer un petit peu plus rapidement dans la présentation, on a donc ce public cible qui doit constituer le cœur de cible de l'accueil en FJT. Et puis, les FJT ont aussi la possibilité d'accueillir d'autres publics, des jeunes de 26 à 30 ans, des jeunes étudiants non salariés, des jeunes scolarisés, qui entrent dans ce qu'on appelle les autres publics du FJT, et dont on a limité la part d'accueil à 35%. Autre point très important d'évolution de la circulaire en lien avec les publics, c'est le relèvement du seuil des publics accueillis dans le cadre d'une convention avec un tiers. Donc, on entend par là les jeunes qui sont orientés dans les FJT par des tiers, comme notamment les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental ou la PJJ, et qui donne lieu du coup à une réservation de place dans les structures, une convention spécifique et la prise en charge par ce partenaire d'une partie de l'accompagnement socio-éducatif dans la structure. Donc auparavant, dans la circulaire de 2006, il y avait un plafond qui était porté à 10%, et on sait que pour un certain nombre de structures, c'est extrêmement bloquant, notamment les structures qui sont implantées dans des territoires où les enjeux autour de la protection de l'enfance sont importants, dans les territoires qui accueillent beaucoup de mineurs non accompagnés également, et qui faisaient face à une pression importante. Et donc, on a desserré légèrement ce plafond pour le porter à 15% du public accueilli. Autre point aussi important sur ce seuil des 15%, c'est l'exclusion des lits qui sont conventionnés à l'allocation de logement temporaire, qui auparavant, dans la circulaire de 2006, étaient comptabilisés, étaient considérés comme du multiconventionnement, comme on l'appelait dans le cadre de la circulaire de 2006. On a extrait dans la circulaire actuelle ces lits des 15%, puisque l'ALT finance la partie logement des places, mais ne finance pas d'accompagnement socio-éducatif. Donc voilà, on a fait ce travail de rééquilibrage. Alors, autre point peut-être saillant qui concerne les modalités d'accompagnement à FJT, et notamment l'évolution autour de la question de la présence éducative en ligne, et en lien avec le dispositif Promeneurs du Net, qui est une évolution qui amène beaucoup de questions de la part des structures. C'est une évolution qu'on souhaitait apporter, puisque voilà, on a fait collectivement le constat de l'importance du numérique dans la vie des jeunes et dans la manière dont les jeunes communiquent aujourd'hui, et de la nécessité finalement des intervenants jeunesse, quels qu'ils soient, animateurs, travailleurs sociaux, éducateurs, d'investir ces espaces numériques. Et donc, c'est pourquoi on a conditionné l'octroi de la prestation de services FJT à la nécessité et à la capacité des structures à intégrer cette question de l'accompagnement numérique dans le projet socio-éducatif à part entière. Et donc, il nous semble extrêmement important qu'effectivement l'ensemble des intervenants jeunesse puissent se former à cette question du numérique, qu'ils puissent développer des modalités d'accompagnement spécifiques via les réseaux sociaux et via Internet. C'est vraiment ça l'esprit d'un dispositif comme Promeneurs du Net, qui permet donc aux intervenants jeunesse de se former, d'accéder à des formations, de faire partie également d'un réseau, puisque Promeneurs du Net, c'est un dispositif qui est coordonné, qui est piloté localement par les caisses d'allocation familiale, et qui est structuré en réseaux départementaux, qui rassemble l'ensemble des intervenants jeunesse qui sont intégrés à la démarche Promeneurs du Net, que ce soit
des animateurs de centres sociaux, de centres de loisirs, de FJT, de missions locales. Et donc, c'est un levier supplémentaire au service du partenariat. Donc, il nous semblait vraiment très important, dans le cadre de cette circulaire, de positionner en articulation avec les modalités d'accompagnement classiques en FJT, donc les actions d'animation collective et l'accompagnement individuel qui est réalisé dans les structures, de développer finalement cet accompagnement en ligne des jeunes. Autre point saillant qui concerne la question de la qualification des personnels et notamment la qualification des personnels socio-éducatifs. Là, le principe qui a présidé aux évolutions de la circulaire, c'était à la fois la volonté qui était la nôtre de maintenir le niveau d'exigence en termes de qualification des personnels socio-éducatifs, puisque on a réaffirmé dans la circulaire actuelle la nécessité pour les professionnels d'être titulaires d'un diplôme, donc anciennement de niveau 3, maintenant on parle plutôt de niveau 5. Donc de maintenir et de réaffirmer vraiment cette nécessité et ce niveau d'exigence autour de la qualification, puisque voilà, ça a été un des apports majeurs de la circulaire de 2006. Et puis, au regard aussi de l'évolution et de la précarisation des situations de jeunesse, de la situation des structures qui aujourd'hui font face à des problématiques de jeunes qui sont de plus en plus complexes et difficiles à traiter, ce niveau de qualification nous semblait important à maintenir. Donc c'est ce que fait cette circulaire, tout en apportant un certain nombre de souplesse pour les gestionnaires, notamment pour les gestionnaires qui sont voilà, dans des territoires qui sont tendus au niveau des recrutements et de l'emploi, et pour lesquels il est parfois difficile de recruter des professionnels qualifiés. Donc, premier élément de souplesse, c'est la possibilité de valoriser, de tenir compte des professionnels qui sont en formation pour l'obtention d'un diplôme de niveau 3, de niveau 5 maintenant, qui sont embauchés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à la condition qu'au moins une personne de l'équipe soit titulaire elle-même du diplôme. Par ailleurs, il est également possible de tenir compte d'autres types de diplômes du même niveau ou supérieur qui sanctionnent des compétences qui sont utiles, qu'on a considérées utiles à la conduite du projet socio-éducatif, sous réserve d'une expérience professionnelle ou bénévole. On n'a pas qualifié dans la circulaire la nature de cette expérience auprès d'un public jeune, qui n'est pas non plus, dont la durée n'est pas non plus définie dans la circulaire et qui est laissée vraiment à l'appréciation des CAF. Donc, cela veut dire que il sera possible de valoriser des professionnels qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'animation ou du travail social, mais qui ont suivi d'autres formations, qui ont une expérience préalable auprès des jeunes et qui ont voilà, des compétences que l'on juge utiles pour la conduite du projet socio-éducatif, que ce soit voilà, les formations en sciences de l'éducation ou en médiation culturelle, qui sont tout à fait pertinentes aujourd'hui pour la conduite d'un projet socio-éducatif. Dernier point, c'est l'intégration des diplômes de l'animation de niveau 4, comme le BPGEPS et le BATEP, qui restent valorisables dans le cadre de la prestation de service, à condition, là encore, que ces professionnels soient associés à des référents au sein des équipes socio-éducatives, des référents qui soient qualifiés et qui soient titulaires d'un diplôme de l'animation du travail social de niveau 5, et que ces professionnels soient positionnés sur des missions d'animation collective et pas d'accompagnement individuel. Donc, c'était effectivement un enjeu important autour de l'exigence en termes de qualification des professionnels, puisque, encore une fois, au regard voilà, de la complexification des situations de jeunesse, il nous semblait important que
l'accompagnement individuel reste assuré par des professionnels qui sont qualifiés. Sur ce point de la qualification des personnels socio-éducatifs, est annexé à la circulaire un référentiel de compétences, de missions et d'activités des personnels socio-éducatifs, qui permet à la fois, qui est vraiment un outil au service à la fois des CAF et des gestionnaires. Des CAF pour pouvoir apprécier la conformité de certains professionnels au niveau d'exigence requis par la circulaire. Et puis également, c'est un outil plus généralement d'accompagnement à la montée en compétence d'un certain nombre de professionnels dans les structures et puisqu'il détaille l'ensemble des attendus en matière de compétences, de missions et d'activités qui doivent être celles des personnels socio-éducatifs. Autre point d'évolution qui concerne les personnels qu'on a appelés personnels d'appui, qui étaient auparavant dans la circulaire de 2006 connus sous le nom pardon, ça m'échappe à chaque fois. J'ai vraiment très bien intégré la nouvelle terminologie de personnel d'appui, mais qui était dénommé autrement dans la circulaire de 2006 et qui décrivent en fait l'ensemble des personnels qui ne sont pas à proprement parler membres de l'équipe socio-éducative, puisqu'ils n'en ont pas, ils répondent pas aux qualifications attendues, mais qui, de fait de leur mission, contribuent à un certain niveau à la mise en œuvre du projet socio-éducatif. Voilà, on m'a soufflé dans le chat, il s'agissait des personnels associés, merci beaucoup, ça m'échappe à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on ne parle plus de personnel associé, mais de personnel d'appui à la fonction socio-éducative, ce qui nous semblait un peu plus parlant. Et donc, voilà, ce sont ces personnels qui contribuent de manière un petit peu secondaire à la mise en œuvre du projet socio-éducatif. Et l'enjeu autour de ces personnels d'appui, c'était la difficulté, parfois, pour les CAF, de pouvoir vraiment apprécier la contribution de ces personnels socio-éducatifs. Et la logique qui a été la nôtre, plutôt que de lister l'ensemble des fonctions ou des diplômes qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, ça a été plutôt d'élaborer un référentiel, là aussi, un référentiel de compétences, missions et activités, qui peuvent rentrer et qui définissent en fait l'ensemble qui donnent un certain nombre de repères pour définir la contribution de tel ou tel personnel à la fonction socio-éducative. Donc ça nous semblait apporter là aussi un peu de souplesse et en même temps de permettre d'apporter des critères communs qui facilitent l'appréciation finalement de la contribution effective de tel ou tel personnel, que ce soit les agents les veilleurs de nuit ou les agents d'entretien, etc., qui peuvent contribuer à la mise en œuvre du projet socio-éducatif aux côtés des équipes socio-éducatives. En ce qui concerne le personnel de direction, pas d'évolution majeure, un rappel simplement des niveaux de qualification attendus fixés par la loi de 2002 et le décret d'application. Donc là, on fait un certain nombre de rappels, mais il n'y a pas d'évolution majeure sur ces personnels. Voilà un petit peu les différents points saillants, on va dire les différents points d'évolution autour de cette circulaire. Je vais peut-être m'en arrêter là pour la présentation et vous laisser la possibilité de poser des questions en apportant un certain nombre de précisions sur le contenu de la circulaire ou ses modalités d'application. Reprendre, la présentation était claire et brillante. Nous, on a une question, c'est simplement... on a une question. Il y a une réflexion par rapport à la question, aux attendus sur les familles monoparentales, aux attendus et à leur déclinaison, principalement de façon plus spécifique, territoire par territoire, ou en fonction des partenaires ou des acteurs déjà présents sur cette question ou pas. Je sais que c'était une des préoccupations de la CNAF, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus avec précision ce qui est porté nationalement, j'entends bien, mais derrière cette circulaire?
Oui, alors effectivement, l'enjeu autour de l'accueil des familles monoparentales, notre souhait c'était de pouvoir apporter un certain nombre de repères pour l'accueil de ces publics dans les structures FJT, qui est déjà en partie une réalité dans certaines structures, avec l'ambition de réaliser notamment un guide de l'accueil de ces publics avec nos partenaires. Notamment puisqu'on sait que voilà, l'accueil de ces publics nécessite déjà des adaptations en termes de logement, puisque voilà, l'accueil d'enfants au sein des structures n'est pas forcément aujourd'hui possible dans toutes les structures, donc il y a des adaptations à conduire autour du logement. Et puis il y a voilà, un certain nombre de points autour de l'accompagnement à prendre en compte, puisque voilà, les familles monoparentales, leurs besoins en termes d'insertion professionnelle nécessitent aussi qu'on prenne en compte la nécessité d'avoir des modes de garde, de pouvoir accéder à des modes de garde. Donc, ça nécessite aujourd'hui de tenir compte voilà, de cette spécificité, on va dire, dans l'accompagnement de ces publics, qui aujourd'hui va pas forcément de soi dans les structures, lorsque voilà, l'accueil d'enfants et de familles dans les FJT est pas forcément, voilà, va pas forcément de soi. Donc voilà, l'idée était de rappeler un petit peu collectivement la spécificité de ce public, la spécificité de ses besoins, et notamment du point de vue de l'insertion sociale et professionnelle, et de l'accès à un certain nombre de services qui facilitent l'accès à un emploi, l'accès à un logement autonome. Voilà, donc c'est ces enjeux-là. Merci de ce retour, parce qu'effectivement, pour nous, ce qui nous semble essentiel, c'est l'ancrage de cet éventuel projet dans le territoire et les partenariats qui vont avec, parce que sur certains territoires, d'autres acteurs ont déjà pris la main de façon très dynamique et positive. Je pense entre autres, nous, en Loire-Atlantique, c'est Adoma est très proactive positivement là-dessus, et de pouvoir formaliser avec la CAF locale que l'adaptation et les adaptations évoquées par l'accueil de ce public-là ne sont pas forcément inscrites dans notre projet social CAF, parce que ne nous concernent pas dans l'immédiat, compte tenu de la couverture de ce besoin par un autre acteur. Je trouve que c'est important qu'il y ait pu avoir ce rappel de ce que ça représente, ce que ça veut dire, parce que de prime abord, les structures Habitat Jeune, Agri-FJT, quelles qu'elles soient, ont pas spontanément cette vocation avec tout ce que ça représente. Donc voilà, merci. Il y a une question dans le chat, pardon. C'était Brice, je crois, qui voulait s'exprimer, c'est ça? Oui, bonjour. Alors on reprendra la question du chat après. Allez-y, Brice, puisque vous avez le micro. Bonjour. Simplement, vous avez indiqué que dans la PSCAF, il y avait des éléments nouveaux qui vont être pris en compte. Donc, du coup, c'est à nous de refaire le balayage de tous les diplômes et de toutes les missions qui sont faites par l'équipe pour refaire une proposition du calcul à la CAF, alors. Alors, une précision du coup sur l'application effectivement de la circulaire. Donc, la circulaire, elle entre en vigueur à la date de sa publication, mais au fur et à mesure du renouvellement des agréments en cours. Donc, l'idée n'est pas de revoir dès à présent l'ensemble des conventions que vous avez avec les caisses locales, qui se mettront, seront revues au fur et à mesure du renouvellement des agréments. Il est possible, dans certains cas, il sera possible de faire des avenants aux conventions en cours s'il y a des évolutions majeures dans le projet, ou s'il y a des nouveaux éléments, des évolutions dont il faudra tenir compte pour le projet. Mais en tout cas, de manière immédiate, il n'y a pas une nécessité de revoir l'ensemble des projets pour les mettre en conformité immédiatement avec les nouveaux attendus de la circulaire. Ça se fera au fur et à mesure du renouvellement des conventions, mais notamment pour la question de la qualification des professionnels, et c'est en lien aussi avec la question qui est posée dans le chat. Typiquement, l'exemple des titulaires de diplômes comme par exemple le BPGEPS,
ou le BATEP qui était voilà, dans le cadre précédent qui pouvait être positionné sur de l'accompagnement individuel, pardon, dans les structures. Au sens de la circulaire de 2020, donc ce n'est plus possible. Et donc, il y aura une nécessité d'accompagner ces professionnels vers des démarches de VAE ou de revoir l'organisation au sein des structures. Donc ça, c'est des éléments qui doivent se prévoir dès maintenant, sans attendre le renouvellement des agréments. Et donc, effectivement, c'est un sujet, je pense, sur lesquels les CAF voilà, seront attentives. Et donc sur lesquels voilà, il y aura forcément des accompagnements à mettre en œuvre. Oui, Madame Tayeb, je vous en prie. Bonjour à tous. Je voudrais revenir sur les publics spécifiques. Je rebondis sur l'intervention de Monsieur Renaud sur l'accueil des familles monoparentales. Nous, on a mené une expérimentation en mettant la CAF des Pyrénées-Atlantiques dans la boucle. Moi, j'ai une autre question sur le public de moins de 16 ans. Parce que dans le cadre de l'alternance, on a des demandes de jeunes donc qui ont 15 ans, qui sont dans des formations d'IMA, qu'aujourd'hui on ne prend pas, on n'accueille pas, parce que on est autorisé à prendre des jeunes à partir de 16 ans. C'est ma première question. Et la deuxième, alors j'ai pris la rencontre en cours, je ne sais pas si ça a été évoqué au début. Je voulais savoir si cette cette refonte allait avoir des conséquences sur les contrats de projet. Donc PSE, moi j'en ai un qui va se terminer en 2021 et je voulais savoir si ça allait, s'il y allait avoir des nouveaux axes de travail ou si on allait rester sur le même plan sur lequel on travaille tous les 4 ans. Alors sur la question effectivement des mineurs de moins de 16 ans, c'est un point qui est pris en compte dans la circulaire qui est évoqué. C'est un sujet un peu délicat parce qu'aujourd'hui, l'accueil de ces publics de moins de 16 ans n'est pas du tout prévu par la réglementation côté État. Donc, il y a un vrai vide, on va dire, réglementaire autour de l'accueil de ces publics, notamment les alternants. Donc, de notre côté, à notre niveau, on a considéré que ces publics ne pouvaient être accueillis et pris en compte au titre de la prestation de service que lorsqu'il y a un accord express de la part des services de l'État au niveau local, donc notamment des DCS, avec voilà, des consignes associées en termes de normes d'accueil. Mais en dehors voilà, de dispositions spécifiques et d'accords express des services de l'État, hein, dont c'est la responsabilité, eh bien, voilà, ces publics ne peuvent pas être pris en compte et valorisés dans le cadre de l'APS. Voilà. Pour ce qui s'agit de la deuxième partie de votre question et les axes du projet, socio-éducatif, la circulaire de 2020 fait un certain nombre de rappels autour des attendus du projet, voilà, en rappelant un certain nombre de grands objectifs hein, qui sont décrits dans la circulaire et qui portent autour de choses qui ne sont pas nouvelles, la question de la contribution à l'autonomisation, la socialisation, l'émancipation des jeunes, la question de l'engagement des jeunes via l'implication dans la vie des structures, la question de la mixité et du vivre ensemble et du brassage des populations. Voilà, tous ces objectifs-là sont rappelés, et notamment la question il y a une vraie insistance autour de la mixité et du brassage des publics. On a souhaité, dans la circulaire, faire un certain nombre de focus. Je dirais que peut-être le plus important, c'est la question du partenariat et de la dimension partenariale vraiment du projet, que l'on a rappelé vraiment à plusieurs reprises dans la circulaire, parce que, je ne l'ai pas évoqué, mais on avait conduit en 2017 une évaluation autour de la mise en œuvre de la fonction socio-éducative dans les FJT, qui avait notamment pointé la difficulté pour un certain nombre de structures FJT de s'inscrire dans des logiques partenariales. Donc effectivement, c'est un point qui nous semblait extrêmement important à prendre en compte dans les projets socio-éducatifs,
Donc, la circulaire actuelle rappelle et insiste très fortement sur la dimension, sur l'importance de cette dimension partenariale et de la nécessité pour la mise en œuvre de l'accompagnement des jeunes, de faire appel à un réseau de partenaires large dans différents champs, que ce soit la santé, l'éducation, l'insertion, le logement. Et donc voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. Et puis en lien avec le sujet de promeneurs du net, je dirais qu'un des axes à développer aussi dans les projets, c'est la question du numérique, entendu au sens large, hein, mais qui doit vraiment, selon nous, faire partie intégrante de manière vraiment transversale des projets socio-éducatifs pour vraiment penser à la fois la question de l'inclusion numérique des publics invités, de leur accès au numérique, dans le cadre notamment de la dématérialisation de tout un tas de services, notamment de services publics, et puis pour intégrer aussi la dimension du numérique dans l'accompagnement qui est fait auprès des jeunes, et notamment toute la question de la nécessité d'investir les réseaux sociaux et Internet, de dialoguer avec les jeunes sur de nouveaux supports, via WhatsApp, via Instagram, etc., etc. Ségolène, il y avait une question dans le chat justement sur les promeneurs du net qui est un tout petit peu plus précise, même si vous y avez répondu en partie. Alors effectivement, je l'ai dit en même temps. Vous voulez que je la lise ? Non, mais on sait qu'effectivement l'intégration à promeneurs du net n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est évidemment, ça nécessite l'accès à des formations, l'appropriation, la montée en compétences des professionnels sur cette dimension, sur la question à la fois la maîtrise des outils numériques, la maîtrise des réseaux sociaux, mais aussi toute la question de la posture d'accompagnement en ligne, qui est un vrai sujet en soi. Donc effectivement, on sait que c'est une dimension qui va être qui va être progressive. Mais voilà, l'intégration à un dispositif comme Promeneurs du Net permet, comme je le disais, d'accéder à un certain nombre de formations qui sont financées localement par les CAF. Ça permet aussi aux professionnels d'accéder à un réseau et de pouvoir bénéficier de temps d'échange de pratiques, de dialoguer avec d'autres professionnels qui mettent en œuvre aussi ces actions. Et je pense que c'est très riche pour des professionnels de FJT de pouvoir accéder à cette dynamique de réseau autour de cette question du numérique, parce que on a vu, je pense que vous êtes aussi convaincus que la période du confinement a montré que les outils numériques étaient extrêmement utiles pour maintenir le lien avec les jeunes quand on n'a pas possibilité, ou quand les contacts en tout cas sont extrêmement limités. Mais on sait aussi qu'en dehors de ces périodes de confinement, le travail, la présence des animateurs et des éducateurs en ligne et sur les réseaux sociaux est un vrai plus pour prolonger l'accompagnement des jeunes. Et ça permet aussi d'ouvrir à la question de la citoyenneté numérique, on va dire, et de la manière dont les jeunes s'approprient les outils numériques. Donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui pour les personnels qui accompagnent les jeunes de maîtriser ces enjeux-là. D'autres questions ou prises de parole ? Oui, Pierre-Marc. Vas-y, Jérôme. Je voulais rebondir sur effectivement les formations qui ont été un peu élargies sur la fonction socio-éducative, et je vous remercie parce qu'effectivement c'était un des axes sur lequel nous, au niveau de l'UNAFO, on s'était regroupés et sur lequel on voulait revoir. Donc il y a déjà une ouverture, et donc je vous en remercie. Une chose par contre, c'était sur des formations annexes de type justement communication et réseaux sociaux, pour juste en lien avec ce que vous venez de dire sur les promeneurs du net, où il faut aussi des gens qui aient la capacité de suivre et d'être au point techniquement sur ces situations, et sur lequel il serait intéressant que la PSE puisse reconnaître aussi ces formations-là spécifiques et qui rentrent bien dans le cadre du projet socio-éducatif, et notamment l'accès aux droits et l'accès, en tout cas la lutte contre la fracture numérique. Donc je trouvais que un certain nombre de structures se sont déjà positionnées à prendre des gens qui avaient
formations autres que formation de travailleur social ou d'animateur éducation populaire, voilà, animateur social, et qui néanmoins avait une vraie fonction d'accompagnement, notamment par le biais des réseaux et par le biais d'ateliers numériques. Voilà, c'est un élément sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on évalue aussi sur cette reconnaissance dans le cadre du projet socio-éducatif. Merci. Il me semble que le cadre qui est posé aujourd'hui dans la circulaire est justement assez souple et permet vraiment d'ouvrir à une grande variété de formations, parce que le terme formation qui sanctionne des compétences utiles à la conduite d'un projet socio-éducatif, c'est un terme qui est assez large. Donc à l'appui de ça, il y a effectivement le référentiel qui intègre toute cette dimension du numérique. Donc à mon sens, voilà, c'est la valorisation de ce type de formation, elle est tout à fait aujourd'hui possible dans le cadre qui est posé par la circulaire. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est des compétences qui peuvent être, des formations qui peuvent être utiles dans les FJT. Après, il ne faut pas perdre de vue aussi que, pour nous, l'enjeu, c'est aussi que les animateurs, les éducateurs, les travailleurs sociaux montent en compétences eux-mêmes sur cette question du numérique. Donc, il y a vraiment effectivement ce double enjeu. Je vois dans le chat qu'on me demande qui sont les CAF qui proposent les formations promeneurs du net. Donc aujourd'hui, le dispositif promeneurs du net, il est déployé sur la quasi-intégralité du territoire métropolitain et d'outre-mer, à quelques exceptions près, notamment en Savoie. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des CAF développe le dispositif et propose des formations à destination des professionnels. Donc voilà, comme je disais, à quelques exceptions près, je crois qu'il y a 3 ou 4 CAF qui sont encore en cours de déploiement de la démarche. Aujourd'hui, ces formations, elles existent quasiment partout. Et il y avait une autre question avant sur les moyens supplémentaires, notamment lorsqu'on est sur des publics vulnérables. Donc, je le vois pas très bien, vous m'excusez, comme je suis pas sur mon ordinateur. Donc effectivement, public vulnérable en augmentation constante dans nos effectifs qui demandent des moyens supplémentaires. Une expression de Madame Jouveau. Un des aspects importants et qui va effectivement permettre de revaloriser l'APS dans un certain nombre de structures, c'est l'élévation du seuil des 15% déjà, qui est un point d'évolution majeur et qui va permettre de rehausser le niveau de l'APS, puisque le seuil d'écrêtage était passé à 15%. Donc ces publics notamment pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, etc., dont on sait que c'est un sujet très particulier, puisque en fonction de leur situation, ce sont des publics qui ont des problématiques et des besoins d'accompagnement renforcés. Donc déjà, on est sur un point d'évolution majeur. Après, il n'y a pas de moyens supplémentaires prévus pour l'accueil des jeunes vulnérables, étant entendus comme faisant partie du public cible. Voilà, on fait vraiment la distinction entre les deux. Donc, pour les publics que j'évoquais, les familles monoparentales, les jeunes sortant d'ASE, par exemple, il n'y aura pas de moyens supplémentaires du côté de la prestation de services FJT en tant que tel. Après, il me semble qu'il y a des choses à activer du point de vue du partenariat et de la possibilité pour d'autres acteurs de se mobiliser, notamment autour de la question de la solvabilisation de ces jeunes en particulier. Et donc voilà, c'est vraiment une question qui doit s'aborder de façon, il me semble, partenariale. Excusez-moi, j'arrive pas à lever la main. Allez-y, Madame Jouveau. C'était moi qui avais posé cette question. En fait, j'entends le seuil des 15%. Nous, par exemple, sur notre FJT dans la Somme, il y a eu des conventionnements, il n'y en a plus du tout. Pour autant, on a une très forte accentuation de jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance accueillis sur le FJT, donc hors convention, et également beaucoup de jeunes migrants, de jeunes réfugiés ou régularisés. Donc, quand je parlais de moyens supplémentaires, c'est que la fonction socio-éducative est d'autant plus accentuée pour ce public qui est, pour certains, en acquisition de la langue française,
et qui a besoin d'un accompagnement individuel. Donc, moi, le numérique, j'y crois complètement et effectivement, ça fait partie aussi de l'avenir de ces jeunes. Mais tout cet apprentissage, pour moi, ça ne peut pas comme ça se glisser dans le travail qui est mené ou nous amener à renoncer au travail qu'on mène au quotidien auprès de ces jeunes. Donc, c'est pour ça que je parlais de moyens supplémentaires. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment un enjeu, un nouvel objectif qui peut faire l'objet d'un appui, notamment de personnel, un appui supplémentaire? Alors, si je comprends bien votre question, vous évoquez effectivement les évolutions en termes de compétences numériques des professionnels et les attendus en lien avec la démarche preneur du net. Donc effectivement, il y a des aides qui peuvent être apportées, des aides au démarrage pour les structures et les professionnels qui rentrent dans la démarche promeneur du net. Certaines CAF versent donc effectivement une aide au démarrage qui peut être au maximum de 1 000 € par professionnel par an, renouvelable une fois. Toutes les CAF ne le font pas, puisque le modèle de financement de la démarche promeneur du net, elle est essentiellement centrée sur le financement de la fonction de coordination départementale du dispositif et moins sur la question des aides au démarrage, parce que voilà, à terme, on considère que ces missions doivent faire partie intégrante finalement des compétences de n'importe quel professionnel de la jeunesse. Voilà, donc c'est vraiment dans cette perspective-là. Donc c'est pour ça que cette dimension est maintenant fait partie intégrante de la prestation de service. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas en tant que tel de moyens supplémentaires pour conduire cette mission, parce qu'il nous semble que c'est des modalités d'accompagnement nouvelles. C'est pas des missions supplémentaires qu'on demande aux professionnels, c'est des modalités d'intervention spécifiques qui doivent, dont on considère qu'elles doivent faire partie intégrante, on va dire, de l'outillage des professionnels. Donc pour autant, voilà, il y aura pas donc souvent, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des fonds supplémentaires très clairement lorsque vous bénéficiez de la prestation de service. Lorsque vous bénéficiez de la prestation de service FJT, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des fonds supplémentaires pour aller vers la mise en œuvre de cet accompagnement numérique. Voilà, très clairement, du côté de la CAF. Il y a des fonds supplémentaires qui permettent des aides à l'investissement qui permettent l'achat d'équipements, qui est un point qui peut être important, notamment lorsque les professionnels ne sont pas équipés, par exemple, de smartphones. Donc ça, certaines CAF, effectivement, le financent, mais il n'y aura pas de financement supplémentaire pour la mise en œuvre des missions, en plus de la prestation socio-éducative. Ça, c'est très important. Pourtant, il y a des accompagnements, il y a des accès à des formations, il y a des logiques de réseau, des logiques d'échange de pratiques et du support, voilà, qui est mis en œuvre par les CAF, notamment dans la démarche promeneur du net. Donc ça, c'est un point important. Olivier Renaud. Oui, merci pour ces échanges. Moi, je souhaitais vous poser 2-3 questions sur au-delà de la circulaire. Un type d'échange qu'on pourrait avoir avec la CNAF sur deux aspects particuliers dont l'un vient d'être évoqué. Le premier, c'est la façon dont on peut, puisqu'on a bien compris qu'il y aurait moins d'écrêtement, mais il n'y aura pas de fonds supplémentaires. La question numéro 1, c'est dans quelle mesure est-ce que, avec la CNAF et décliné dans les CAF, on pourrait, parce qu'on sait que vous êtes le meilleur soutien du projet Habitat Jeune FJT, dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler à aller ensemble, ou en tout cas interpeller ensemble l'État concernant l'accueil des publics spécifiques et les financements des publics spécifiques, puisque c'est par ce type de convention que nous travaillons sur l'accueil des réfugiés, sur l'accueil d'ASE, ou avec les départements. En tout cas, l'interpellation de l'État et des collectivités locales, dont les départements, sur ces sujets-là, pour qu'on le fasse ensemble, parce qu'il y a un soutien supplémentaire. Quand on évoque, la CAF fait sa part. Historiquement, la PSE, c'est 30% des forces dédiées, un soutien
à l'ensemble de l'action socio-éducative, ce qui suppose qu'il y ait d'autres financements complémentaires, si on veut pas les prendre que sur les redevances. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Voilà. Deuxième volet, c'est sur la paupérisation des publics jeunes dans leur ensemble, et en particulier, et là ça concernera directement la CAF, la mise en place d'une réforme de l'APL qui va les fouetter de plein fouet. Serait-il envisageable, en tout cas, très qu'au-delà du travail qui a été fait sur la circulaire, et qui dans le fond, une fois qu'il est fait, pendant quelques années, va porter ses fruits, moi je souhaiterais que la CNAF puisse travailler avec nous sur une analyse dans l'année qui vient, analyse des effets de la réforme d'évolution de l'APL, pour pouvoir interpeller avec nous conjointement les pouvoirs publics et le gouvernement, l'État en particulier, sur cet effet-là. On peut le faire nous-mêmes, et je terminerai sur la place des FJT et du logement jeune dans le logement accompagné et l'UNAFO. J'interpellerai l'UNAFO là-dessus juste en conclusion, parce que justement, je pense que nous, on va le faire ensemble, collectivement. Hein. Je me réjouis du nombre d'acteurs qu'il y a de présents ce matin sur ce sujet de la nouvelle circulaire et de sa mise en œuvre. Mais vraiment, je pense que la CNAF aura sa responsabilité de pouvoir, elle aussi, analyser et nous accompagner, puisqu'elle soutient les FJT, ça fait partie de sa mission, de pouvoir voir les conséquences de la réforme de l'APL sur la solvabilisation de nos publics, et qu'il puisse y avoir une objectivation ensemble, un travail de fait, pour se dire, là, il y a une spécificité, est-ce que de ce fait-là, il y a une autre mesure, une réflexion, autre chose à faire pour aider les jeunes? Je parle pas de nos structures, nous, mais aider les jeunes qui, derrière, aidera nos structures par rapport à la question des redevances et à la gestion des impayés. Parce que nous, on est assez inquiets, très honnêtement, sur ce qui va se passer au bout d'un semestre, c'est-à-dire à partir de juin-juillet, et puis ensuite, encore pire, à l'automne prochain, sur la capacité de nos publics à pouvoir rester dans nos structures dans certaines situations. Et donc, je termine sur l'UNAFO, je me réjouis, on montrera ensemble, en tout cas, je le trouve important, qu'on consolide l'existence de cette spécificité Habitat Jeune, cette spécificité FJT dans le logement accompagné, et je sais qu'on est en train de le faire, mais je le fais en petit clin d'œil à tous les collègues qui sont autour de la table. Je te remercie, avant que Ségolène ne reprenne la parole, sur effectivement l'observation des effets de la mise en place de la réforme APL. Nous comptons bien effectivement travailler sur et essayer de mesurer les situations qui pourraient poser des problèmes dans les premiers mois effectivement de la mise en œuvre de la circulaire, et relayer effectivement ces questions-là à l'État, à la CNAF et aux autres partenaires. Voilà. Après, je laisse Ségolène Dary répondre sur la partie CNAF. Alors, merci effectivement pour vos interventions. C'est effectivement un sujet auquel on est extrêmement attentif, parce qu'on sait que ça impacte la situation des jeunes, le modèle économique des structures et l'accompagnement qui peut être fait dans les structures. Donc, c'est effectivement un point extrêmement important et auquel on est très attentif et vigilant. Et donc, effectivement, on sera extrêmement attentif à tous les travaux et les analyses que vous pourrez produire sur le sujet. Après, effectivement, la branche famille a pas la possibilité de pallier. On a des moyens qui sont aussi limités, donc on a besoin de l'implication de l'ensemble des parties prenantes sur ces sujets-là. Et sur la question notamment de la solvabilisation des jeunes, notamment les plus vulnérables, c'est effectivement un point qu'on a fortement rappelé dans la circulaire actuelle, sur lequel on est effectivement très attentif et qui nécessite effectivement qu'on puisse activer, on va dire, le partenariat, parce que il y a des actions, et notamment la circulaire cite l'expérimentation qui a été conduite par la CAF de Paris autour de l'accueil des jeunes en garantie jeune dans les structures FJT, et qui visait finalement à consolider l'accueil de ces publics en leur fournissant un accompagnement renforcé, en mobilisant notamment les missions locales, et en leur apportant aussi un complément de revenus via une aide exceptionnelle versée par la CAF.
Voilà. Donc il y a des initiatives localement qui peuvent de ce genre qui peuvent être activées, mais ça nécessite on va dire vraiment la mobilisation de tout le partenariat local. Et quand on parle de l'investissement effectivement des collectivités, bon, pour les jeunes sortant d'ASE, il y a eu effectivement tous les travaux conduits dans le cadre de la stratégie pauvreté autour des protocoles passés avec les conseils départementaux autour de la préparation à de la sortie des jeunes des services de l'aide sociale à l'enfance, et effectivement comment on prépare et notamment on travaille autour de la solvabilisation de ces publics. Mais voilà, c'est aujourd'hui, en l'absence, on va dire, de dispositifs de minima sociaux qui seraient centrés vers les jeunes, il y a vraiment il y a des solutions qui peuvent se trouver au niveau local dans les échanges que vous avez avec et dans la mobilisation que vous pouvez faire d'un certain nombre de partenaires financeurs. Après, effectivement, on a tout notre rôle à jouer d'interpellation et de mobilisation de nos partenaires au niveau national sur la question du logement des jeunes, qui est vraiment un sujet auquel on est extrêmement attaché. Et on a on est en lien effectivement avec les administrations centrales, que ce soit côté ministère du Logement ou ministère de la Santé et des Solidarités, pour effectivement essayer d'avancer collectivement sur des pistes qui nous permettraient de renforcer la place du logement des jeunes, et notamment le modèle FJT comme réponse pertinente et réponse pour laquelle nous on est extrêmement convaincus de l'utilité dans cette politique de logement des jeunes. Donc on a un certain nombre de travaux et d'échanges avec les administrations, avec les têtes de réseau pour conduire ces travaux. Et notamment autour des travaux qui ont été menés autour de l'accord cadre entre l'UNAGE et les partenaires qui sont aujourd'hui, mais c'est une des seules instances, on va dire, qui nous permettent d'aborder ces questions du logement des jeunes. La question de la politique jeunesse et la politique du logement des jeunes, elle est difficile à appréhender parce qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui interviennent, ça mobilise un grand nombre d'acteurs, et donc ça nécessite beaucoup de travaux de coordination. Mais en tout cas, nous, au niveau de la branche famille, on est extrêmement convaincus de la nécessité de travailler sur ces sujets, de conforter le modèle FJT, et il me semble que c'est ce qui ressort, parce que c'est ce qui effectivement est traduit par la circulaire. Et donc on essaye d'activer effectivement tous les leviers possibles au niveau national, et les CAF le font aussi au niveau local, pour porter effectivement ces sujets, pour rappeler l'importance du modèle FJT et les enjeux qui sont les vôtres dans l'accueil des publics, notamment les plus vulnérables. Merci Ségolène. Nous arrivons au terme. Je suis désolé, je suis obligé je vais être obligé de rendre l'antenne, comme on dit à la télévision. Je vous remercie à tous, et plus particulièrement évidemment Ségolène Dary. Juste un tout petit peu mot de conclusion pour répondre effectivement à l'interprétation d'Olivier Renaud. Il est clair qu'au niveau de l'UNAFO, nous allons creuser effectivement les questions du logement des jeunes. Nous sommes très présents effectivement dans le comité de pilotage national sur le déploiement des 60 000 logements étudiants plus 20 000 logements pour les jeunes actifs, sur lesquels les 3 000 places de FJT, dans lesquelles les 3 000 places de FJT ont été intégrées. Et effectivement, nous allons communiquer de façon un peu plus importante dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup. J'espère. N'hésitez pas, vous pourrez récupérer pas mal de séquences sur le site de l'UNAFO si vous n'avez pas pu vous inscrire à toutes. La plupart des outils seront disponibles. Merci encore.